C'est bien là, ça va, tu crois? Je suis assez Ouais, claire. non, mais ouais, grave. Non, c'est super intéressant. Ok. Intertexte, Sophie Bénard. un podcast animé par Arthur Segar. Super, je suis content d'enregistrer ça avec toi. Alors, on va essayer de parler un petit peu moins d'une heure puisqu'on a un apéro juste après. Voilà, mais pendant cette durée-là, on va essayer de plonger dans un autre type d'ivresse puisque tu vas me parler de 7 textes différents. Donc je rappelle juste le principe les catégories de textes dont on va parler aujourd'hui. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche pour finir. Ouais. Ok. Et aussi, dans ce podcast, comme j'ai pas envie de présenter en fait mes invités, enfin, c'est toujours un peu réducteur de présenter quelqu'un à partir de certaines spécificités sociales, etc. Donc ce que j'ai fait un petit jeu de cartes, des petites cartes Bristol où j'ai indiqué des citations. Ok. Donc c'est comme, voilà, donc tu peux juste mélanger les cartes, Ok. t'en tires une, Mhm. t'essayes de déchiffrer mon écriture, tu vois ce qu'il y a écrit. Et voilà, on voit si ça t'inspire. D'accord. Et ça, c'est ma présentation. Je sais, enfin, c'est en guise de présentation. Ok. Alors, moi, j'ai Lola Lafont de Chaviré. Être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertains, de celles et de ceux qui ne sortent pas ou laborieusement sans gloire? De celles et de ceux qui ne s'en sortent pas ou laborieusement sans gloire. On finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue, la force, le pouvoir, vaincre, gagner. Je dis ce que ça m'inspire. Si ça t'inspire quelque chose, c'est pas obligatoire. Et ben ça m'inspire personnellement une forme de culpabilité. De me reconnaître en fait dans la célébration de la force, le pouvoir, vaincre, gagner, oui. La force aussi. Ouais, si, une forme de culpabilité. Voilà. Et ça t'arrive de perdre de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Bah, j'aime pas ça. Je pense que ça... Je fais assez vite un déni. Ou alors je me dis... Mais tout ce que j'entreprends, en fait, je l'entreprends en me disant que j'en ai pas vraiment envie. Et comme ça, s'il y a échec, je peux me dire, mais c'est parce que j'en avais pas vraiment envie. J'ai pas vraiment fait tout ce que je pouvais. Donc ça me protège de l'échec. Je me protège de l'échec comme ça, ouais. Et tu penses que c'est une mauvaise chose de se protéger de l'échec ou de pas accepter l'échec ou de trop valoriser le fait de vaincre, de gagner? Bah, c'est des valeurs, tu vois, ça sent un peu mauvais Nietzsche, quoi, quand même. Mais non, je pense que ça serait plus une culpabilité et sociale de l'image que je renvoie, du coup, et aussi intime, en fait, de pas moi-même honorer mes propres fragilités ou me protéger de ma fragilité, justement, en étant tout le temps ou souvent en retrait Ouais, en retrait. Bon, on va essayer d'accepter nos propres fragilités. Allons-y. Ok. Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau? Alors, comme j'ai plus de 7 textes parce que c'était trop difficile de choisir, j'ai skippé celui-là. Okay. Mais je peux expliquer pourquoi je l'ai skippé. Parce que souvent, quand je trouve quelque chose vraiment beau, je m'en rends pas compte tout de suite, en fait. Okay. Et du coup, quand je lis, là, en ce moment, je lis des choses bien, mais j'ai pas le rapport que j'ai à des textes que j'ai eu le temps de digérer, en fait. Et j'ai toujours besoin de beaucoup de temps J'ai toujours besoin de beaucoup de temps pour digérer la littérature, le cinéma, la musique, tout. Et la première approche est rarement celle qui m'émeut tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai skippé celle-là. Ouais, donc en fait, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, tu pourras me le dire, mais dans quelques temps. Exactement, ouais. Je pourrais dire, dans quelques mois, qu'à cette période-là, je trouvais le mieux. Mais là, c'est difficile, ouais. Et c'est quoi le dernier texte que tu as digéré? Enfin, voilà, le dernier texte dont tu t'es rendu compte que tu l'as trouvé beau? Je pense, là, j'ai lu récemment un livre de Daphné B., qui est une québécoise, et ça s'appelle Maquillée. Et le sous-titre, c'est Essai sur le monde et ses phares. Et en fait, c'est une écriture assez libre,
C'est une poétesse, Daphné B. C'est une très belle écriture et surtout c'est une réflexion très très intéressante qui part du maquillage contemporain, je dis ça pour dire, qui s'entoure de toute une industrie, qui s'entoure de tout un système de publicité, qui s'entoure de tutos YouTube et d'Instagrammeuses et d'Instagrammeurs, etc. Et c'est une très très belle réflexion. Il y a plein de choses très nouvelles, il y a plein de choses que, en fait, je l'ai trouvé beau parce qu'il était très bien écrit, mais aussi parce que je le trouvais très vrai, en fait. Et voilà, ça c'est la dernière digestion en date. C'est un de tes sujets de réflexion aussi, le maquillage. Oui, en plus c'était un livre, j'avais envie de le lire parce que justement c'est vraiment un livre, pour le coup c'est un livre qui pourrait être dans la catégorie de ce que j'aurais aimé écrire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un essai, l'essai de Daphné B, c'est un essai qui part vraiment de son expérience personnelle, donc l'essai s'ouvre sur je viens de passer une journée à fantasmer sur une palette de maquillage qu'en fait je vais pas acheter. Et c'est une expérience qui est vraiment très très commune pour moi et ouais elle décrit et c'est aussi quelqu'un qui a les mêmes engagements sociaux féministes que moi, donc elle rend compte aussi de cette ambiguïté en fait entre ce que tu penses, ce que tu lis, ce que tu écris et ce que tu fais le soir en rentrant chez toi, à savoir regarder des youtubeuses beauté et y prendre beaucoup de plaisir. Et en fait il y a des très belles choses justement au-delà de cette simple ambiguïté qui est en fait assez commune, des très belles choses sur le fait que c'est les conseils qu'on te délivre dans des tutos YouTube, en fait, c'est aussi des paroles auxquelles se raccrocher. C'est une sorte de... C'est aussi mettre de l'ordre dans ta tête, qu'on te dise quoi acheter. Enfin, c'est très joli. Et en plus, oui, évidemment, je m'y reconnaissais beaucoup. Le texte qui parle le mieux d'amour. Alors, le texte qui parle le mieux d'amour, j'avais envie d'en citer plusieurs. Ouais. Tu peux. Je peux. Et par contre, j'avais envie d'en citer un, mais je vais te faire le lire toi, parce que c'est en anglais et que... Okay. Ne surestime pas non plus mon anglais. Ouais, mais moi, c'est encore une autre langue. Donc, ce que j'avais envie de citer, c'était évidemment les fragments de Barthes, que je trouve sublimes, qui parlent pas d'amour, en fait, qui parlent du discours amoureux, mais que je trouve, un petit peu comme le texte là dont je viens de parler, que je trouve très beau, parce que très vrai, en fait, vraiment d'une lucidité... folle, et c'est un texte tellement beau que je l'ai jamais terminé en fait, que je l'ai commencé, j'ai arrêté au milieu, c'était comme trop, et je pioche dedans de temps en temps, mais en fait je l'ai jamais terminé. C'était trop quoi? C'était trop beau, c'est trop vrai. beau, ouais. Et ça m'a... Et puis bon, justement, il y a aussi toute cette ambiguïté sur le... Enfin, c'est pas une ambiguïté d'ailleurs, il le dit très très clairement, mais il est en train de parler du discours en fait, et pas directement ni de l'être aimé ni de l'être aimant. Et le fait de savoir que c'est du discours dont il est question, c'est aussi quelque chose qui te met assez douloureusement en fait à distance de ce qui est décrit. Et ça, je trouve ça très vrai et vraiment très très beau, mais dur aussi. Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça de cette façon. Est-ce que parler du discours, c'est une façon de ne pas parler de l'amour? Je pense qu'en fait, il fait aussi son travail de littérateur. Il parle du discours parce que c'est ce qu'il connaît. Il y a beaucoup de références littéraires, il y a des commentaires de textes, etc. Exactement. Mais il y a des moments où on sent qu'il y a une expression subjective aussi. Oui, il y a aussi des moments plus philosophiques où il traite vraiment de concepts et de notions. Mais justement, en fait, il l'évacue. Et parce que c'est pas son projet, mais il évacue totalement l'exercice risqué qu'est de parler de l'être aimé ou parler d'un amour ou de son amour, qui est quand même vraiment quelque chose de périlleux. Et ça, je trouve que ça rend le texte plus fort encore, en fait, paradoxalement, tout en étant aussi une distance, puisque justement, là, il n'y a pas d'être en chair et en os, il n'y a pas de... Et le fait qu'il soit question du discours ne cesse de répéter qu'il n'y a pas d'être en chair et en os, que dans l'amour, on ne le trouve pas, l'être en chair et en os, et... Ouais. Et c'est quoi, du coup, les autres textes qui parlent le mieux d'amour? J'ai aussi, que j'aime beaucoup, où là, pour le coup, c'est l'exercice inverse, de parler directement de la personne aimée, Fou de Vincent, de Guibert, que je trouve, j'adore Guibert, j'adore la plume de Guibert, et c'est vraiment un auteur que j'ai lu assez jeune. En fait, il y a Fou de Vincent et il y a les lettres à Eugène aussi, qui ne sont pas de la fiction, mais qui sont des lettres passionnées à un autre amoureux, mais qui lui était pas du tout amoureux. Enfin, un amour à sens unique. Oui, c'est ça. Et j'ai lu assez jeune Guibert, et je me suis... j'ai trouvé magnifique cette passion sans morale, sans aucune pudeur, et qui se nourrit d'elle-même. Ça apparaît très très clairement dans les lettres à Eugène, c'est que oui, il se nourrit tout seul en fait, et la passion est uniquement, je dirais pas égoïste, mais dans une bulle en fait, dans laquelle l'autre n'a pas de place. Et ça rejoint Barthes en fait. Ouais, c'est des textes vraiment sublimes, qui parlent pas d'amour en tant que tel, qui parlent de plus de passion.
Et ce que fait Barthes aussi un peu, j'ai l'impression. Il parle du discours passionné. Du coup, l'amour comme espèce de construction mentale qu'on se fait de son propre côté, c'est quelque chose qui te parle? Bah, à l'époque où j'ai lu Guibert, oui. Ouais. C'est quelque chose qui me parlait vraiment. Je pense que j'étais dans une histoire comme ça, en fait. Donc j'étais vraiment marquée de retrouver ça. Et je pense que ce qu'il y a aussi, et dans Barthes et dans Guibert, et qu'il n'y a pas dans les deux suivants, mais c'est le fait que c'est des amours où il n'y a pas de femme impliquée. Dans Barthes parce que c'est dégenré avant l'heure, et dans Guibert parce qu'il est amoureux de deux hommes, là dans les cas, Vincent et Eugène. Et je crois que c'est aussi des textes qui m'ont marqué parce que justement il n'y avait pas de... Et alors que c'était bien avant, je pense que je me mette à réellement penser le féminisme et ma place dedans, etc. Mais c'est des textes où du coup il y a moins, en fait, ou en tout cas moi je la voyais moins, d'objectification, de soumission, de volonté d'emprise sur la personne aimée. Et c'était aussi quelque chose qui me parlait et une façon d'aimer ou de dire l'amour qui me touchait particulièrement. Et t'as d'autres textes? Alors, il y a un petit Prévert parce que j'aime beaucoup, beaucoup Prévert. Et lui, j'avais envie de le lire parce que je le trouve sublime. En fait, c'est d'une simplicité... Enfin, c'est merveilleux, Prévert. Donc lui, je le lis. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé, un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, sur la terre qui est un astre. Wow. Moi, je trouve ça incroyable et j'adore Prévert, je trouve ça sublime. En fait, je trouve ça sublime parce que c'est loin de l'emphase, c'est loin de... Tu vois, c'est même pas un texte passionné, en fait. C'est juste un texte d'amour simple, heureux, et qui a toute sa profondeur dans la fin, mais... Enfin, toute sa profondeur, tout ce qui l'inspire de profondeur, etc. Mais qui est juste... Ouais, en simplicité, en légèreté. Ça, j'adore chez Prévert. Et du coup, je trouve que ces poèmes d'amour sont magnifiques parce qu'ils ont pas de... Je trouve justement qu'ils jouent pas le jeu du discours amoureux, en fait. Ils contournent ça juste par la simplicité. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et comment tu l'entends, du coup, cette fin qui fait tout le poème? Ben, je la comprends comme... En fait, déjà, elle m'amuse. Je la trouve mignonne, quoi, amusante. Ouais. Et je la comprends à la fois comme cette petite seconde d'éternité qui est rien, puisque la Terre, c'est... Enfin, tu vois, nous, sur la Terre, c'est déjà rien. Plus la Terre, c'est rien, parce que c'est un astre parmi les autres. Et du coup, c'est rien du tout. Et en même temps, c'est cette petite seconde-là qui m'évoque que la Terre est un astre et qu'il y a Dieu, l'immensité, du très grand, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là qui m'évoque ça. Et ouais, c'est comme ça que je le comprends. Ça nous met en relation avec l'immensité. Oui, avec une forme d'immensité. Et en même temps, qui est pas, tu vois, là, qui est pas effrayante, qui est pas pleine d'emphase. C'est ça, moi, en fait, que je trouve assez... C'est à la fois se souvenir qu'on est tout petit, et ce qui est une évidence, et se dire, les fois où je pense à ça, il y a presque quelque chose de platonicien un peu. Tu vois, par le baiser, et donc évidemment par métonymie, le corps, l'amour, le moment partagé, etc. Par ça, j'ai accès au fait que la Terre est un astre, en fait, et que ça évoque ça. Enfin, c'est ouais. Et t'avais encore un texte d'amour? Et le dernier, c'est... Est-ce que c'est celui qui parle le mieux d'amour? Je sais pas, en tout cas, c'est celui que moi, je consomme le plus. C'est celui qui me parle le mieux d'amour, et c'est lui que je vais te faire lire. Alors, j'en choisis un, parce que du coup, il y en a beaucoup, c'est une chanson. Et je vais prendre celle-là. Je pourrais pas en choisir une, donc j'en prends une au hasard, pour être honnête. C'est une des nombreuses chansons d'Ed Sheeran qui parle d'amour. Et ça Alors, soit dit dans le respect, évidemment, de toutes les différences qui les séparent. Mais il y a quelque chose de Prévert, parce que c'est léger, parce que même les chansons d'amour contrariées sont sans emphase. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très reposant. Et aussi, c'est de la pop, c'est entouré par une musique très accessible. Maintenant, Ed Sheeran va être différent, mais avant, c'était uniquement guitare-voix, donc c'est pas du tout sensuellement envahissant. Et oui, clairement, j'écoute plus ces textes-là que je lis tous les autres, donc je pense que c'est moi ce qui me parle le mieux d'amour. Et voilà. Et donc, je te laisse la lire. Okay. Parce que mon accent est vraiment trop sale. Très bien, donc ça s'appelle Thinking Out Loud. Elle est très connue. Ok.
when your legs don't walk like they used to before, and I can sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 17, and baby, my heart could still fall as hard as 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Oh me, I fall in love with you every single day. And I just want to tell you I am... Là, ouais, tu Là, vois, c'est le refrain. Ouais. Thinking out loud, c'est ça? So honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Donc là aussi, il y a un truc un petit peu astral, comme chez Prévert. Oui, c'est vrai, ouais. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's but all gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same, cause honey, your soul can never grow old. It's evergreen, baby. Your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Oh, yeah. Donc là, il répète. Je trouve ça très beau. Et effectivement, il y a le thème astral. J'avais pas vu le sous-entendu sur le jeu avec les cordes. Et c'est marrant, alors que je l'écoute vraiment tous les jours. Du coup, j'aurai une nouvelle... Et ouais, je trouve... Bon, et là, évidemment, c'est tout empli de pop culture, de baby, de honey, de machin. Mais c'est... Ouais, ça me berce. Mais c'est vrai que Prévert comme celui-là, c'est des chansons d'amour dans le présent, même si là, il parle un peu du futur aussi, quand on sera vieux, etc. Mais c'est vrai, des textes, en tout cas, sur un amour heureux dans l'instant, c'est vrai que c'est assez rare. Et c'est vrai que... Exactement. Ouais. Et moi, j'ai pas vraiment de plaisir au texte d'amour déçu, même si, évidemment, c'est ce qu'on a très envie d'écrire, puisque on n'a plus que ça à faire. Mais je trouve qu'à lire, c'est pas du tout ce qui me touche le plus. Je trouve que l'amour, là, vivant... partagé et les petites choses toutes simples dans lesquelles il est partagé, c'est plus émouvant en fait que la grande passion déçue, que il ou elle est parti, il ou elle est morte. Ça arrive quoi, mais c'est moins fort en fait que ce qui est vécu. J'espère en tout cas. Un texte qui provoque la réflexion. Alors là, j'ai pris Testo Junkie. Alors à l'époque c'était Béatrice et maintenant c'est Paul B. Preciado et en fait c'est un texte que j'ai découvert pendant mes études de philo, un peu par hasard, totalement par hasard même, et en fait depuis que je l'ai lu j'y reviens sans cesse et dans mon travail et dans ma réflexion. C'est un texte en fait qui parle, je suis obligée de l'expliquer un tout petit peu pour expliquer pourquoi il m'a tant intéressée. En fait il, du coup je dis il comme maintenant il se genre au masculin, il établit dans ce texte et il prouve que la société dans laquelle on vit est une société qu'il appelle pharmacopornographique, et avec le but de mettre en valeur tout le côté pharmaco, à savoir toutes les drogues qu'on consomme, énormément d'hormones, les hommes comme les femmes, parce qu'il y en a dans la viande, il y en a partout, mais aussi avec la pilule, et il y a un passage sur la pilule qui est hyper intéressant. C'est sorti ça a été traduit en 2008. C'est fou parce qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque. Et donc, le côté pharmaco et le côté pornographique avec la pornographie en tant que telle, mais aussi tout ce qu'on consomme de pornographie, à savoir toute la pop culture, en fait, toute la télévision, toute la publicité, etc. Et il essaye de voir comment ces éléments sont organisés au service en fait du capital, pour le dire vraiment très rapidement. Et ce qui m'a fascinée, c'était une pensée avec laquelle j'étais pas familière, c'est peut-être pas le premier à l'avoir écrit, mais en tout cas moi c'est la première fois que j'ai lu. C'est aussi une écriture qui est très forte, qui est écrite en jeu. Moi j'avais jamais lu un essai à l'époque écrit en jeu, et je trouve ça incroyable. En plus qui mêle du coup ce qu'il appelle une auto-intoxication à la testostérone, puisqu'en fait à l'époque il est pas du tout dans une démarche donc à l'époque c'est une femme, qui n'est pas du tout dans une démarche de changement de sexe, et en fait, elle s'injecte de la testostérone régulièrement, donc elle se procure illégalement, parce que justement, il y a aussi tout cet enjeu de
faire remarquer en fait au lecteur et à la lectrice que on te donne des drogues gratuitement, voire on t'encourage à les prendre, et d'autres auxquelles tu n'as pas accès, alors que c'est, par exemple, les mêmes. Enfin, tu vois, moi, je peux prendre la pilule comme je veux. Toi, par exemple, tu n'aurais pas le droit. Pourquoi? Enfin, bon, donc il y a aussi cette réflexion-là. Et donc, elle s'injecte cette drogue, et enfin, qu'elle s'injecte pas, d'ailleurs, qu'elle se met sur la peau. Ouais, c'est Des patchs. Ouais, voilà. Elle se met cette testostérone, pas du tout dans une démarche de changement de genre, mais juste de voir ce que ça provoque en elle. Et ça aussi, ça m'intéressait. C'est évidemment une féministe à l'époque, enfin, toujours maintenant, mais constructiviste. Et pourtant, elle a des réflexions très... je dis elle, parce que je parle à l'époque. Elle a des réflexions très étonnantes, en fait, sur ce qu'elle décrit de l'expérience de la testostérone, où elle dit, quand je suis dans la rue, j'ai pas les mêmes sensations, je me sens beaucoup plus ancrée dans le sol, je sens mes muscles se développer, enfin, des choses qui ont l'air essentialisantes en fait. Et donc j'aimais aussi cette ambiguïté, et surtout la puissance intellectuelle en fait. Enfin, je m'en suis toujours pas remise puisque justement c'est un texte auquel je reviens perpétuellement quoi. Et donc ouais, moi aussi en lisant ce texte-là, le côté première personne en fait, ça m'a beaucoup marqué et la façon dont ça va jusque dans l'intimité en fait la plus profonde et la façon aussi dont en fait cette intimité-là, c'est pas uniquement gratuit, c'est vraiment là que se fonde en fait la partie théorique aussi du livre. Oui, exactement. Et ça, j'ai l'impression que c'est depuis quelque chose qu'on a un peu compris. Il y a quand même plus de... C'est surtout des femmes qui sont dans cette démarche d'ailleurs, mais plus de femmes qui écrivent des essais en jeu. Mais en 2008, j'ai l'impression que c'était quand même très nouveau. Et en fait, c'est effectivement... Non seulement cette intimité, elle sert au discours, déjà, elle est son point de départ. Et en fait... C'est vrai qu'en lisant ça et en le comprenant, on se dit mais comment l'intimité a pu ne pas être le point de départ en fait de la pensée tout court. Enfin c'est fou tu vois de penser que toute l'histoire de la philosophie elle se fonde sur un discours qui est prétendument pas en jeu. Après peut-être que toute pensée en fait philosophique et académique etc. ça part en fait d'une intimité et que justement la grande force de ce texte c'est d'assumer pleinement cette intimité-là et de l'exposer au grand jour et de façon aussi, j'ai trouvé très, très, très littéraire. Enfin, il y a une référence à Guillaume Dustan, au moins au début. Et voilà, c'est clairement dans cette continuité-là de l'écriture de soi, littéraire, mais qui sert une démarche théorique. Oui, exactement. Mais je pense que c'est aussi c'est assumer l'aspect intime et très personnel en fait d'une pensée qui naît, mais c'est aussi, je pense, faire ressortir qu'une pensée qui se dirait justement neutre, en fait ne l'est pas précisément parce que... Et en fait, un moyen de se placer, de se situer, et que font pas les philosophes qui prétendent, enfin tu vois, qui parlent pas à la première personne et qui prétendent parler pour tout le monde. Et en fait, ouais, c'était aussi l'époque où je pense qu'on commençait de plus en plus à remettre ça en question et à se dire, bah en fait, quand tu prétends parler pour tout le monde et que tu es un homme blanc, en fait, tu parles de l'expérience d'un homme blanc et donc c'est pas tout le monde. Et justement, là, en fait, elle décrit quelque chose de très, très précis quand même. C'est une femme qui s'auto-intoxique à la testostérone, qui vit dans tel pays, à telle époque, etc. Et pourtant, sa réflexion, elle a aucun problème à s'ouvrir à des choses beaucoup plus globales et à tirer des conclusions très grandes. Mais moi, en fait, j'étais assez étonnée. Pour le coup, j'ai pas du tout de tendresse particulière pour Dustan. Je trouve que c'est mal écrit. Ben, voilà, en fait, pareil, je suis pas un grand fan de Dustan, mais justement, je trouvais que dans ce livre-là, c'était limite du Dustan bien fait, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Pour le coup, c'est drôle, en fait, qu'elle... Bon, c'est parce qu'ils étaient amis, donc c'est aussi un autre type d'hommage. Oui, c'est rendre compte d'une filiation peut-être intellectuelle. Mais... Exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'on la sent, et on le sent maintenant, beaucoup plus apte et ouvert à la théorie en fait que l'était Dustan. Bon, probablement par choix, hein, mais j'en doute pas. Mais ouais. Un texte que tu voudrais avoir écrit. Attends, c'est comme ça qu'on dit. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Ouais. Alors là, j'ai pris Le journal d'un corps de Daniel Pénac, qui est un texte qui m'a énormément marqué. Et en fait, c'est un peu dur parce que souvent les textes que j'aime vraiment énormément, j'aurais pas voulu les voir écrits parce que tout simplement je voulais les lire et je suis contente de les avoir lus et en fait je les admire tellement que je sais qu'ils auraient pas pu sortir de moi. Pénac c'est vraiment un texte que j'adore, mais c'est un texte c'est un gros travail, hein, ça se voit, mais c'est un
Ouais, c'est un texte que j'aurais beaucoup aimé avoir écrit. Et en fait, donc le journal d'un corps, c'est sous forme d'un journal intime qui commence aux 13 ans, 12 ans du narrateur et qui se termine à sa mort, enfin un peu avant sa mort du coup, puisqu'il faut bien qu'il écrive, mais 86 ans. Et en fait, c'est un journal intime dans lequel le narrateur ne parle que de son corps et ne rend compte que de son corps. Donc on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on sait très peu de choses. Il parle de son corps et des corps des autres, des rapports avec les corps des autres. Et bon, c'est un thème et une façon de prendre ce thème-là qui me fascine absolument. Et en plus, j'ai trouvé ça très bien écrit et j'ai trouvé plein Enfin, j'ai adoré la démarche et j'ai trouvé plein de petites réflexions et de petites idées que j'ai trouvées superbes, vraiment belles. Et, et donc, ouais, lui, j'aurais bien aimé l'écrire. Ça n'empêche pas de faire la même chose, puisque justement, dans le texte, il dit à un moment, ce que évidemment j'ai pris comme un appel à moi, il dit à un moment qu'il aimerait beaucoup lire ce même journal, mais d'une femme, puisque lui, il est dans le corps d'un homme, et donc il a accès au corps d'un homme. Et donc voilà, il faut que je m'y mette, quoi. Mais en attendant, je peux lire des petits bouts de lui que j'adore. Ça, j'adore. Je trouve ça magnifique. Alors, donc là, il a 34 ans, 4 mois, 22 jours. Parce qu'évidemment, du coup, il note tout très précisément. Et il écrit « Notre prépuce, le bout de notre nez, les lobes de nos oreilles ne sont pas à proprement parler des objets transitionnels. Investis d'aucune représentation particulière, ils ne jouent pas le rôle symbolique dévolu à la poupée ou au doudou. Ils se contentent d'occuper nos doigts quand notre esprit est ailleurs. » Et là, cette phrase est magnifique. « Rappel discret de la matière à la pensée qui vagabonde. Cette mèche de cheveux que je tortille en lisant Crime et Châtiment me murmure que je ne suis pas le personnage principal. » Je trouve ça, je sais pas, fou de vérité. Et il y a un passage qui est magnifique et qui, pareil, que j'ai trouvé très vrai. En fait, souvent, j'ai une petite tendance à identifier le vrai au beau. Voilà, chacun. Réflexe platonicien. Réflexe platonicien, chacun ses petits défauts, c'est le mien. Alors, en fait, là, il parle, je le mets un petit peu dans le contexte. Donc, il a 75 ans, 1 mois et 28 jours. Et il parle d'un de ses amis qui s'appelle Tijo, qui vient de mourir à l'hôpital. Donc, avant, évidemment, il a décrit ce qu'il avait vu sur son corps, etc., qui l'a beaucoup marqué de voir son ami dans cet état-là. Et il écrit juste un peu après. « Quelques jours avant la mort de Tijo, j'ai téléphoné à JC, son meilleur ami. » Entre parenthèses, il écrit « Sur le plan de l'amitié, Tijo fonctionnait avec des catégories juvéniles. » Le meilleur ami m'a répondu qu'il n'irait pas voir Tijo à l'hôpital. Il préférait garder de lui l'image de sa vitalité indestructible. Délicatesse immonde qui vous abandonne tout un chacun à son agonie. Je hais les amis en esprit, je n'aime que les amis de chair et d'os. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Alors, évidemment, ça prend son contexte dans le texte qu'il est en train d'écrire, mais je trouve que c'est une réflexion magnifique et une très belle façon de dire et d'expliquer justement en fait, une façon d'aimer qui est pas dans l'esprit, qui est vraiment dans le quotidien et qui est dans la matière en fait, et y compris quand on aime pas nécessairement de manière érotique, mais les amis, les parents, tous ces gens-là, ils ne peuvent s'aimer que dans la matière et dans leur matière. Et en fait, aimer la matière, ça sent mauvais, ça sent la matière, et c'est la décrépitude, c'est la maladie, c'est plein de choses auxquelles on n'a pas envie de se confronter, la faiblesse, justement, la fragilité, etc. Et plein de choses très bien aussi, la beauté, les odeurs, le toucher, etc. Mais ouais, je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, en fait, c'est une vraie constellation parce que ça rejoint des très beaux endroits de Guibert. Puis il parle pas de ses amants, mais il parle de ses 2 grandes tantes qu'il aime beaucoup, Suzanne et Louise. Et il dit quelque chose de très beau, que j'ai plus en tête malheureusement, mais qui est très beau, sur la façon dont il s'émeut de leur corps, de leur vieillesse, en fait, de leur corps qui sont ridés, de leur peau ridée, de leurs cheveux gris, etc., et de leur fragilité. Et en fait, il a une façon d'exprimer qu'il adore ses corps, et que cette fragilité-là, alors ça le touche aussi parce qu'au moment où il écrit ça, il est déjà malade du sida, il sait déjà qu'il va mourir, et donc et en plus qu'il va mourir en souffrant beaucoup, donc en vieillissant de manière prématurée, ça le renvoie à ça évidemment, mais en fait il adore ses corps aussi, juste parce qu'ils existent, parce qu'ils sont justement de chair et d'os, et que comme ses corps sont pas du tout érotisés, parce que ses grandes tantes, c'est un amour vraiment de leur matière très très, j'ai pas envie de dire pure, mais très direct en fait, que je trouve aussi très très beau. Direct, comme la chanson d'Ed Sheeran, c'est le présent, c'est l'instant de la présence du corps, quoi. Oui, exactement, ouais.
Et je crois que il y a un vrai enjeu de ça, du rapport au corps. Et c'est pour ça que c'est dur de le trouver, je trouve, dans le discours amoureux, parce que on a tendance à aimer ou à écrire, et je crois plus à écrire d'ailleurs qu'à aimer, mais c'est peut-être vraiment très personnel, nos amants et nos amantes en sublimant les corps, et puis surtout en les désirant. En fait, le désir, c'est terrible pour ce que tu vois du corps de l'autre, pour l'accès que tu as au corps de l'autre, parce qu'en fait, tu n'as plus d'accès au corps de l'autre, t'es juste une sorte de machine désirante, et tu sublimes ce corps et tu sublimes cette matière qui en fait est plus individualisée que juste objet de désir, quoi. Et du coup, dans l'amour, quand il est décrit de manière corporelle, dans l'amour pour les amis, pour les parents, pour tous les autres en fait, ça devient très très ténu et très beau, ce rapport au corps, je trouve, de l'amour. Un texte à offrir. Alors, un texte à offrir, j'en ai mis 2 aussi. J'ai mis Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar, parce que j'adore ce texte, parce que je le trouve sublime. Il y a aussi des très belles pages sur l'amour et sur l'amour corporel, pour le coup. Il y a des très belles pages sur le corps, qui est quand même ma grande obsession. Et c'est une écriture qui est juste incroyable. Et j'ai l'impression, en l'offrant, que c'est un vrai cadeau, parce que c'est aussi un vrai roman. Donc, un vrai roman au sens où il y a une intrigue, Et donc ouais, je l'offre assez souvent aux gens qui ne l'ont pas lu. Et j'offre aussi souvent, pas forcément au même type de personnes, j'offre souvent Retour à Reims d'Héribon, de Didier Héribon, parce que moi, ça a été un texte très important pour moi. Et j'ai pas le même rapport à ce texte-là, c'est vraiment un texte plus intime pour moi, plus ancré dans le réel. Et j'ai pas d'admiration particulière pour la plume d'Héribon, même si Retour à Reims, c'est vraiment le mieux. D'Héribon, mais ouais, c'est un texte qui a une grande importance, et je pense qu'il y a, j'ai des gens autour de moi où je me suis déjà dit, ça, à mon avis, cette personne-là tirerait quelque chose à lire ce texte, et sur ce dont on parlait au tout début, d'ailleurs, sur les échecs aussi. Enfin, moi, je me souviens d'avoir été très marquée par la façon dont il décrit son échec en fait à l'agrégation, et dont il évacue ça très simplement en disant juste, en fait, j'étais pas née pour ce concours, et du coup, je l'ai pas eu, évidemment. Et en fait, ça prend quelques lignes, et c'est a posteriori, je me dis, c'est fou, parce qu'il a pas pu vivre ça comme ça. Ouais. Au moment, ça faudra tout reprendre. Il faut faire une pause. Non, c'est clair. Ouais, clair. Ok. Mais parce que du coup, j'ai pas raconté ce que c'était. De quoi ? Retour à Reims. Tu peux le raconter maintenant. C'est pas grave. Alors, c'est un livre dans lequel donc Didier Héribon, c'est un professeur de sociologie, un écrivain, un essayiste, qui a été proche de Foucault. Dont on parlait pas, donc ça sert à rien de le préciser. Et Foucault, qui est quand même, par rapport à Preciado, c'est quand même c'est une présence qui existe dans ce livre. Et voilà, comme tu dis, le passage hyper intéressant de Testo Junkie sur la pilule, il y a vraiment une comparaison de la pilule au panoptique tel que théorisé par Foucault. Il y a une présence de Foucault, quoi, dans ce texte. Ouais, il y a une grosse présence. Et moi, quand j'ai découvert Testo Junkie, je travaillais sur Foucault, donc ça m'a fait effectivement un gros lien. Et en fait, et d'ailleurs, justement, en fait, j'ai découvert d'abord Héribon. Par la découverte d'Héribon, j'ai découvert Foucault. J'ai commencé à travailler dessus en philo. Et par Foucault, j'ai découvert toute la pensée féministe, et maintenant je travaille dessus. Donc en fait, ça a fait un cercle comme ça. Donc tout part d'Héribon quand même, mine de rien. En tout cas, dans ce parcours-là. Et oui, donc moi, c'est un texte que j'ai découvert en prépa, et qu'un vieux prof de philo, que j'ai vu qu'une fois d'ailleurs dans ma vie, tout barbu, m'avait conseillé de lire. Et j'ai lu ça, et donc c'est un texte dans lequel il revient en fait sur son parcours de transfuge de classe, et il revient sur son enfance, à la fois dans une ville de province, Reims, pauvre, dans une famille sans ressources, en fait, ni financières, ni culturelles, sans ressources. Et aussi, lui, étant un enfant homosexuel, sur la violence qu'il a pu subir, ressentir à ce moment-là, et après d'ailleurs. Et c'est tout imprégné de pensée sociologique, puisqu'il est déjà sociologue quand il écrit ça. Donc, beaucoup de Bourdieu, beaucoup de Foucault aussi d'ailleurs. Et ouais, c'est un texte qui donne qui explique. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est une époque où je pouvais pas m'expliquer ce qui se passait. Donc là, j'ai une explication sur ce qui se passait, et c'était vraiment très important. Et qui à la fois explique, qui est pas du tout un texte c'est pas un texte qui dit si on veut on peut, quoi, au contraire. Et en même temps, c'est un texte qui donne de l'espoir, déjà parce que l'auteur est un transfuge, et puis parce qu'il y a une rage, il y a quelque chose quand même de très organique
dans ce texte, donc c'est pas du tout un texte désespérant, en fait, en dépit de des constats sociologiques qui y sont faits, quoi. Et ouais, donc lui, je l'offre aussi souvent. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Alors là, c'était facile. J'ai pris L'été de Camus. Ah oui. Parce que j'aime l'été, parce que j'aime la chaleur et j'aime Camus. Et il y a aussi des... Ouais, Camus, de toute façon, c'est magnifique. Et en fait, alors, je parle que du tout début. Il décrit... C'est des mi-descriptions, mi-réflexion philosophique aussi. Et il décrit une ville... Donc, il parle d'Oran. Et en fait, il en fait une sorte de très grand éloge. Et en même temps, il dit aussi que ce qui lui fait du bien dans le fait de s'y rendre, c'est justement qu'il y a pas grand-chose de particulier, il n'y a pas de magnificence. C'est pas une ville comme Paris pleine de culture ou comme Florence. Tu vois, c'est pas du tout ça. Et même, il y fait trop chaud, etc. Et par exemple, il écrit ça. Ce que le cœur demande à certains moments, au contraire, ce sont justement des lieux sans poésie. Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, c'est comme ça qu'il voit Oran. Et bon, c'est une plume absolument magnifique. Et il y avait un autre passage que j'adore. Ouais, tu vois, ça c'est incroyable. Le désert a quelque chose d'implacable. Le ciel minéral d'Oran, ses rues et ses arbres dans leur enduit de poussière, tout contribue à créer cet univers épais et impassible où le cœur et l'esprit ne sont jamais distraits d'eux-mêmes, ni de leur seul objet qui est l'homme. Et ça, c'est quelque chose que je crois j'aime bien. Alors moi, je vais pas à Oran, je vais en Sicile. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressentir. Et en fait, c'est pas tellement... La Sicile, je pense que c'est quand même plus accueillant qu'Oran. En tout cas, que ce que Camus décrit d'Oran, j'ai jamais été. Mais il y a aussi un rapport assez fort et très organique, très corporel dans ces textes à la chaleur et à la façon dont la chaleur abrutit et pèse. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement agréable, dans lequel j'aimerais pas vivre tout le temps, mais que je trouve extrêmement agréable, extrêmement reposant et méditatif. Ouais. Et je retrouve vraiment ça dans les textes de Camus. Il y a des très belles expressions où il décrit justement les jeunes à Oran qui ont dans le regard une espèce... Il dit pas abrutissement, parce que ce mot est très laid, mais cette espèce de torpeur un peu que créent les grosses chaleurs, qui est aussi une forme de détente, enfin qui est une autre façon en fait de réfléchir et de penser, de sentir son corps. Et ouais, moi j'adore cette torpeur-là. Du coup, j'aimerais bien vivre dans l'été de Camus. Mais bon, c'est quand même un peu, comment dire, enfin, c'est vrai qu'on se l'attendrait pas trop de vouloir vivre dans un endroit désertique, sans poésie et impassible. Oui, mais justement parce qu'en fait, je ressens vraiment ce qu'il dit, les villes... et surtout les belles villes, belles architecturalement, qui est pleine d'œuvres d'art, etc. Elles sont très demandantes sensuellement et elles sont très belles et c'est superbe d'y vivre. Mais ouais, elles sont distrayantes en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'un endroit plus monotone, si je puis dire, et en plus il y a la chaleur, alors là c'est le paradis. Un endroit plus monotone, plus... Ouais, moins lumineux n'est pas le bon terme du coup, mais moins flamboyant. Ouais, en fait, ça permet la méditation, enfin une forme de méditation, de pensée qui est un peu différente en fait, qui est moins sur la sollicitation et vraiment plus intérieure. Et ça, c'est un état que j'aime beaucoup. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est un peu comme on a tous les deux des activités un peu intellectuelles ou culturelles, est-ce que pour toi, des vacances, c'est des moments où vraiment tu ne penses pas ? Oui, clairement, justement. Et tu vois, je ressens ça, je ressens pas ça à Paris aussi parce que c'est ma ville, c'est ma langue. Enfin, il y a plein de choses qui font que... Enfin, les gens parlent ma langue, je veux dire. Et il y a plein de choses qui font que je suis très sollicitée. Mais je ressens ça aussi, alors ça n'a rien à voir du coup avec le pourtour méditerranéen, mais je ressens ça aussi en Irlande parce que c'est magnifique, mais les villes sont quand même plus austères. Les pierres sont toutes de la même couleur. Enfin, il y a aussi que les rues sont très régulières et c'est gris, donc toujours. Hein. C'est gris, donc tu es pas attiré par ce qu'il y a autour de toi. Et Dublin, par exemple, c'est une très grande ville, donc on peut y marcher très longtemps. Et ça me repose énormément en fait de marcher sans m'arrêter au musée, sans m'arrêter, hein, sans chercher à savoir quelle est cette rue, quel est ce bâtiment, etc.
Et juste de marcher et de pas penser et d'écouter des chansons comme celle d'Ed Sheeran que je connais par cœur, que j'ai déjà écouté des milliards de fois parce que ça me sollicite pas du tout du coup. Et ouais, ça c'est reposant. Et juste être un corps dans l'action. Exactement. Et juste marcher et justement, et aussi de façon inversée, mais c'est aussi des endroits qui éprouvent le corps. Là, la Sicile, elle éprouve le corps parce que j'y vais que l'été. Elle me donne chaud, elle brûle ma peau, donc elle éprouve, et puis j'y nage beaucoup, donc elle éprouve mon corps de cette façon-là, et j'ai tout le temps pour le sentir, pour ressentir ce qu'elle me fait. Et l'Irlande, à l'inverse, c'est un endroit où je marche beaucoup, où il fait, peu importe la saison à laquelle j'y vais, il fait froid, humide, et donc ça éprouve mon corps d'une toute autre façon, et en même temps, pareil, où je le redécouvre en fait dans une situation où il est moins... où il peut exister justement parce que je suis moins sollicitée par d'autres choses et donc je peux être sur lui et je crois aussi un peu magiquement, c'est juste des endroits où lui il est bien et du coup moi aussi. Donc est-ce que tu avais une petite carte blanche pour conclure? Alors, ma carte blanche, j'ai choisi en fait c'est aussi pour un petit peu... Ouais, alors, il y a des invités qui viennent pour notre petit apéro. Coucou, ça va? On est justement en train d'enregistrer un petit podcast. Salut Clara, enchantée. Sophie, voilà. enchantée. Je vais poser ça. Donc tu viens juste alors pour la carte blanche. Tu peux venir dans le frigo si tu veux. On finit du coup, on fait ouais, la carte on blanche, finit ouais. Et puis ensuite on se prend un petit verre. Parfait. Je vais me mettre dans un coin et faire aucun bruit. Alors, pour la carte blanche, j'ai choisi... En fait, c'est vraiment pour faire le tour parce que là, j'ai parlé de pratiquement tous les gens que j'aime très fort. Et en tout cas, que je ne connais pas et que j'aime très fort. Et du coup, j'ai choisi des morceaux... Enfin, je l'ai coupé parce qu'il y a beaucoup de noms et de choses moins intéressantes pour nous directement. Mais j'ai pris le discours de réception du prix du jury de Dolan à Cannes en 2014. Que je trouve toujours, mais que j'avais trouvé magnifique. Il faudrait presque l'avoir par lui parce qu'il était très ému et que c'était vraiment très beau à entendre. Mais il a dit plein de choses qui, moi, m'ont parlé et il a dit plein de choses de la même manière que Prévert, de la même manière que Sheeran, de la même manière que tous les gens que j'ai donnés, de manière simple, en fait, et sans emphase. Et voilà. Et du coup, c'était très beau. Donc, je lis. Donc, il commence par dire « Je suis désolée, je suis très nerveux et ému, donc je vais dire ceci au mieux de ma capacité. » On entend déjà qu'il est québécois. L'émotion qui me gagne en contemplant cette salle mythique et bouleversante. Je suis éperdue de gratitude devant la reconnaissance de votre jury. La quantité d'amour aussi qu'on a reçu au cours de la dernière semaine me fait réaliser que c'est vrai. On fait ce métier pour aimer et être aimé en retour. C'est la revanche de nos amours imaginaires. Ensuite, il remercie plusieurs noms que je cite pas. Et il dit... Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser à ma génération et à Jane Campion. Il parle de la leçon de piano. Et il lui dit « C'est un film qui a défini ma vie, ma carrière. Peu de films m'ont autant déterminé que la leçon de piano. Et me retrouver face à vous sur une scène... » Je termine pas. « Vous avez écrit des rôles pour des femmes magnifiques, avec de la volonté et une âme. » J'ai pas terminé, parce que je pense qu'il est en train de se moucher. « Des femmes avec une âme, de la volonté et de la force, pas des victimes, pas des objets. » Une note pour les gens de mon âge, les jeunes de ma génération. Ce sont les notes des dernières années dans ce monde de fous. Malgré les gens qui s'attachent à leur goût et n'aiment pas ce que vous faites, restez fidèles à ce que vous êtes. Accrochons-nous à nos rêves, car nous pouvons changer le monde par nos rêves, nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées, leurs esprits, et en changeant leurs esprits, nous pouvons changer le monde. Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les artistes, ils le font depuis toujours. Il n'y a pas de limite à notre ambition, à part celle que nous nous donnons et celle que les autres nous donnent. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, et puisse ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Et encore une fois, c'est moins émotionnant si c'est moi qui le lis, puisque j'ai pas reçu le prix, donc je suis moins émue, tu vois. Pas encore. Mais j'avais trouvé ça vraiment joli, et en fait, moi, j'avais pas encore... je connaissais pas du tout encore Dolan, et j'avais pas vu Momy puisqu'il était présenté à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment quelqu'un que je connaissais pas. Et en fait, l'entendre dire ça, il était très jeune, il est encore très jeune, mais il était encore plus jeune à l'époque. L'entendre dire ça, voir aussi cette émotion qui en fait est rare parce qu'elle était vraiment... Il avait du mal à parler, et puis il passe tout son discours à se moucher dans ses manches. Enfin, c'est une autre émotion que juste avoir les yeux un peu embrumés et dire merci à papa et maman, quoi. Il était vraiment plein de morphes, quoi. Et ouais, j'avais trouvé ça... Enfin, j'avais été vraiment hyper touchée par ce
truc-là. Et ça dit tout l'inverse de ce que dit Ribon. Et il le sait, en fait, Dolan en est conscient. Enfin, c'est l'objet de la plupart de ses films. Mais je trouve que c'est pas un discours à dénigrer ou à penser moins intelligent parce qu'il est encourageant ou naïf. En fait, il est naïf et il donne de la force. Et c'était son objectif. Et du coup, il réussit. Et voilà. Merci. Mais de rien. Sans doute à cause de l'imminence de l'apéro, on est passé un peu vite sur la carte blanche de Sophie. On aurait pu s'y arrêter un peu plus. A posteriori, je suis notamment touché par l'adresse de Dolan à ma génération, à notre génération. Et cette main tendue vers celles qui sont là, aujourd'hui, dans notre époque, me rappelle les mots d'un autre jeune cinéaste. Il y a quelques semaines, France Culture a rediffusé le premier passage radio de Léos Carax, au milieu des années 80. Il avait apporté un magnétophone avec lequel, visiblement, il s'amusait. Il a notamment passé une chanson de Barbara et puis il a dit « Je suis très fier d'être son contemporain ». Un peu plus tard, il a passé une chanson de Lio, une artiste de sa génération. Et il a fait référence à la disparition brutale de l'actrice Pascal Augier, à la veille de son 26e anniversaire. Je pense qu'il y a une émotion, puis il y a une modernité qu'on peut partager avec des gens comme je sais pas, un peintre voilà, avec sa muse. Et moi j'aime bien, donc ça c'était Lio. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien cette émotion de partager avec d'autres quelque chose comme une modernité, une époque en commun. Pour moi en tout cas, enregistrer ce podcast, ça renforce, ça nourrit cette sensation. Malgré tout ce que notre présent peut avoir de terrible, ça entretient en moi quelque chose comme un élan, une foi. Clara, Isée, Camille, Sophie, je suis très fier que vous soyez mes contemporaines. J'espère que c'est aussi le cas de celles qui nous écoutent. Sophie Bénard n'écrit pas seulement une thèse de philosophie sur les écritures de soi de femmes, elle est aussi critique littéraire pour Le Monde des livres et anime le podcast L'Entretien d'eux. Maquillée, essai sur le monde et ses phares de Daphné B. est paru chez Grasset en 2021. Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes est paru au Seuil en 1977. Fou de Vincent d'Hervé Guibert est paru aux éditions de Minuit en 1989 et ses lettres à Eugène de façon posthume en 2013 chez Gallimard. Le Jardin de Jacques Prévert est extrait de son recueil Paroles, publié en 1946 au Point du Jour. Thinking Out Loud d'Ed Sheeran est extrait de son album Multiply, paru en 2014 chez Asylum et Atlantic. Testo Junkie, Sexe, Drogue et Biopolitique de Paul B. Preciado, originellement publié en espagnol en 2008, est paru la même année chez Grasset dans une traduction française de l'auteur. Journal d'un corps de Daniel Pénac est paru en 2012 aux éditions Gallimard. Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar est paru en 1951 chez Plomb. Retour à Reims de Didier Héribon est paru en 2009 chez Fayard. L'été d'Albert Camus est paru chez Gallimard en 1954. Xavier Dolan a gagné le prix du jury à Cannes en 2014 pour son film Mommy et a prononcé à cette occasion le discours que Sophie a cité. Et je mettrai également en description un lien vers la très jolie archive que j'ai mentionnée. C'était donc en 1984 et Léos Carax parlait de son film Boy Meets Girl dans l'émission Le cinéma des cinéastes sur France Culture. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et j'emprunte la petite rengaine que vous entendez en ce moment à John H. Gloverkind. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode.